Chers auditeurs, je vous salue. 4 ans après la mort d'Arthur Schopenhauer, en 1864, est publié L'art d'avoir toujours raison, sous le nom tout d'abord de dialectique éristique. Dans ce concept, qui se veut le plus court possible, nous allons examiner la raison pour laquelle cet ouvrage peut être encore considéré comme un manuel pour les débatteurs et les disputeurs, que ce soit dans un milieu familier ou public. Ainsi, nous diviserons notre analyse succincte en 3 parties. Il s'agira tout d'abord de comprendre et d'étayer le contexte théorique de cet ouvrage, ensuite d'étayer et de comprendre 2 exemples, l'un évident, l'autre beaucoup moins, et enfin de se pencher sur la thèse de l'auteur et son sous-entendu, ou ce que ça dit sur nous, sur notre nature humaine. Pour bien saisir le cœur de l'ouvrage, il est nécessaire de revenir sur le titre initial de l'œuvre, qui semble laisser signifier davantage sur le corps que son titre actuel. Eh bien, en effet, le terme de dialectique, tout d'abord, renvoie à une démarche, à une méthode du discours, à une science de l'art oratoire. Le mot lui-même se compose étymologiquement à partir du grec, de dia, à travers, et de legein, parler, et semble invétérer l'idée d'une réflexivité du langage, en ce qu'elle est d'abord considérée en tant que concept, puis travaillée comme un objet artisanal, que l'on tord d'un côté puis de l'autre. En ce qui concerne le qualificatif éristique, on le retrouve aussi dans le grec, d'abord, sous la forme d'éris, qui signifie communément la dispute, et qui désigne au sens propre la déesse grecque de la discorde, Éris. Puis sous la forme développée éristikos, qui signifie querelleur, ou celui qui apprécie la querelle. Ainsi, cette œuvre, rien que par le titre que nous venons d'analyser, se propose de, littéralement, nous enseigner les méthodes qui nous permettent de générer de la controverse dans la discussion ou le dialogue. Mais l'art d'avoir toujours raison se nomme comme tel parce qu'il ne s'agit pas simplement de tourner l'échange de paroles à l'échange de points, mais aussi et surtout de remporter virtuellement un débat. Je dis en effet virtuellement, parce que, comme le dit l'auteur lui-même, il ne s'agit pas de dire vrai, mais d'avoir raison. Il propose dans cet ouvrage de nous donner des astuces, des outils, des instruments pour s'armer contre notre adversaire, quel qu'il soit. Je vous propose maintenant d'analyser 2 stratagèmes distincts. Je vous épargne les stratagèmes tels que le 8e, qui consiste tout bonnement à énerver l'adversaire pour lui faire dire plus de choses qu'il ne voudrait lui-même, ou le faire paraître moins raisonnable aux yeux du public et des juges, et vous citerai volontiers le 32e, dont le principe consiste à associer les propos de l'adversaire à une thèse, à un mouvement, à un dogme établi, et surtout mal perçu par un certain auditoire, et donc une certaine société dans laquelle nous existons. Si dans un débat sur l'immigration, pour prendre des sujets de société actuelle, je me pose en défenseur absolu des immigrés, j'établirai facilement un lien entre mon adversaire, qui soutient au contraire qu'il est nécessaire de les expulser, imaginons, et l'extrême droite française, qui manque de tolérance, d'esprit de partage et d'humanité, quand bien même il n'aurait aucune affinité avec elle. Et inversement, en absolu défenseur d'une France épurée, ou en tout cas sans souci d'immigration de masse, telle que nous la connaissons aujourd'hui, j'établirai le lien entre mon adversaire, protecteur des migrants, et cette fois-ci l'extrême gauche française, pour ainsi en venir à ces points par exemple, qu'elle anéantit l'esprit, l'identité française et divise une société ancestrale autour d'une culture, etc. Dans ces 2 cas, donc, j'aurais atteint la pudeur de mon adversaire en le mettant à nu virtuellement par le biais de cette assimilation. Et si aucune puissance oratoire ne vient obscurcir, dévier ou éliminer ce procédé malicieux de ma part, alors notre antagoniste ressortira de la dispute avec les étiquettes de facho ou de bobo. Voici l'autre stratagème, plus technique et plus subtil, que je souhaiterais vous présenter. C'est le 5e que l'auteur a nommé « faux argument ». Si l'on souhaite faire accepter à son adversaire une assertion ou un pivot majeur de votre raisonnement propre, il vous permettra ensuite d'arriver à une conclusion voulue
tout en sachant qu'il refuse, dans l'optique du débat, tous vos arguments, il faut alors, comme on le dit, jouer son jeu et s'immiscer dans son raisonnement, de telle sorte qu'avec l'appui d'arguments dits ex concessis par l'auteur, c'est-à-dire qui vous seront inspirés de ce bougre négateur de dialogue, vous le conduirez pas à pas à vos propres conclusions. Il faut, en somme, retourner le système de pensée de votre antagoniste contre lui-même. Je vais essayer d'illustrer cela. Reprenons nos personnages contemporains de tout à l'heure, et faisons dire aux protecteurs des immigrés, par exemple, qu'il est nécessaire de venir en aide à ceux que nous accueillons. Alors notre adversaire rétorquerait que cela est d'autant moins nécessaire que superflu et dangereux d'accepter tant de monde issu d'une culture, pour la plupart, assez lointaine de la culture française millénaire ou historique, comme on voudra. C'est ici que nous nous décidons, pour débloquer un peu la balourdise de son opiniâtreté, d'esquisser l'idée qu'il est dans l'intérêt de la France de les accueillir, car ce sont bien souvent eux qui exercent, par exemple, les professions les moins rémunérées et les tâches les plus ingrates que personne ne souhaite réaliser, et qu'ainsi, de toute l'histoire des civilisations, aucune société ne s'est véritablement passée d'étrangers pour remplir certaines fonctions. Et si vous avez affaire à un adversaire plutôt limité, pour faciliter notre discours, qui manque de réactivité et de vécu, il restera muet de la pertinence de votre argument, car vous aurez satisfait en quelques mots toutes ses convictions et ses opinions. Autrement, s'il était quelqu'un de bien plus vif, il pourrait vous relancer sur le sujet des trop grandes aides financières apportées aux chômeurs, et ainsi vous mener à cette idée que dès leur arrivée, ils ne recherchent pas de travail, ou bien vous relancer sur celui de la part d'étrangers en France historique qui n'a jamais atteint de tels records. Et à ce moment-là, ce sera à vous d'aviser la suite du débat en préparant votre prochaine réponse. Pour cause des limites que nous nous sommes données dans ce format de vidéo, nous abrégeons notre démonstration. Mais enfin, qu'est-ce qui a permis à notre auteur d'écrire un ouvrage aussi fade que chirurgical ? Nous avons dit au début, reprenant les propos de Schopenhauer, que le but d'un débat, pour chacun des débatteurs, est d'avoir raison et non de dire vrai. Et pour cela, il est nécessaire d'adjoindre à la fausseté de nos propos de la persévérance, de la persuasion ou encore du piquant. Par la génialité de cet ouvrage, Schopenhauer a voulu représenter la vanité de l'homme à toujours vouloir suivre son instinct égoïste, à s'obstiner dans l'erreur et à tromper autrui tant qu'il peut en tirer quelque chose. C'est une œuvre qui dépeint la vanité de notre nature humaine, toujours dépêchée par l'intérêt propre et la satisfaction de besoins superflus. Convaincre avec des mensonges, décrédibiliser avec de bas procédés et finalement s'attaquer à l'homme plutôt qu'à son propos, démontre le caractère primitif et futile des opérations humaines que nous menons dans notre microcosme. En guise de conclusion, je dirais que pour Schopenhauer, donc, l'homme n'est pas guidé par des vérités universelles, ni même absolues, mais par des rapports de forces éphémères qui tournent le destin du monde et de ses hommes.